Merci d'être revenu suite à cette petite suspension. Nous poursuivons donc aujourd'hui notre cycle consacré aux enjeux de l'Europe de la défense avec l'audition de Monsieur Esa Pulkkinen. Pardon. C'est pas bon. Ça commence pas toujours de la même façon. Par son excellence et toutes mes excuses, c'est terrible. Jean Emerick Roszewski, ambassadeur de Pologne en France, sur les priorités de la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne en matière de sécurité de défense. L'Europe n'est pas encore perdue tant que nous sommes en vie. Par ces mots, paraphrasant l'hymne polonais, c'est par ces mots que le Premier ministre polonais, M. Donald Tusk, a débuté son discours devant le Parlement européen, inaugurant la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne pour le premier semestre 2025. Par ces mots, M. Tusk nous lance un avertissement sur la situation très compliquée dans laquelle se trouve l'Union européenne, en particulier du point de vue sécuritaire. La guerre de haute intensité a fait son retour à nos frontières, illustrant la gravité de la menace russe sur le flanc Est. L'Europe doit également faire face à une menace terroriste persistante et le Proche-Orient connaît des soubresauts susceptibles de déstabiliser aussi l'Union européenne. Nous le constatons, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est un facteur d'incertitude supplémentaire quant au degré d'implication des États-Unis dans la défense de l'Europe, étant à accroître les tensions dans les relations internationales. Mais le discours de M. Tusk constitue aussi un message d'espoir, car l'Union européenne a conscience des menaces et des défis qu'elle doit relever, mais également des réponses à leur apporter, à commencer par le renforcement de nos capacités de défense. La Pologne s'y emploie, puisqu'elle consacre désormais plus de 4% de son PIB à la défense. Monsieur l'ambassadeur, avant de vous céder la parole, j'aurai pour ma part une question. Vous savez, la France, convaincue de la complémentarité entre l'Europe et l'OTAN, quelle est la vision sur ce sujet de la Pologne? Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais vous remercier beaucoup pour votre aimable invitation aujourd'hui. C'est un grand honneur de parler devant vous, devant la Commission de la Défense nationale de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs, et merci beaucoup pour cette invitation encore une fois. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous au sujet de la présidence de la Pologne au Conseil de l'Union européenne à un moment clé aussi bien pour la Pologne, pour la France, que pour l'avenir de l'Europe. D'ailleurs, les solutions européennes pour faire face à cette phase aussi troublante du point de vue géopolitique ont été bien débattues lors de la réunion d'urgence du lundi organisée par votre président Macron à Paris, où notre Premier ministre était présent, et j'y reviendrai à ce point-là. Le 1er janvier, la Pologne a pris le relais de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Nous sommes honorés d'assumer ce rôle pour la deuxième fois, après avoir eu l'occasion de le faire en 2011. La présidence polonaise coïncide avec le début du cycle institutionnel qui offre l'occasion de fixer des objectifs, d'ouvrir les discussions sur les propositions de la Commission européenne, de proposer des solutions et de lancer des processus pour les prochaines années. La présidence est le rôle d'un partenaire responsable, d'un organisateur efficace de discussions, d'un leader efficace dans la négociation
multilatérale. Et surtout, on doit jouer de rôle de fair broker. Pendant la présidence, nous sommes avant tout les représentants du Conseil de l'Union européenne chargés de prendre des décisions communes. En raison de ces défis majeurs auxquels l'Union européenne est confrontée, les activités de la présidence polonaise en 2025 seront fondées sur la sécurité dans de nombreuses dimensions. La première dimension, c'est la dimension militaire, à laquelle je reviendrai après. J'aimerais bien tout simplement vous citer quelques d'autres dimensions et après on va se concentrer sur la dimension la plus importante, Monsieur le Président. Donc, la deuxième, puis au titre de la protection des personnes et des frontières, la présidence prendra des mesures pour répondre au problème des attaques hybrides, en particulier l'instrumentalisation et la militarisation de la migration. La troisième priorité est la résistance à ingérence et la désinformation étrangère, en particulier russe. Nous agirons notamment pour améliorer la sécurité de la résilience non militaire de l'Union européenne et de son voisinage oriental, pour renforcer la résilience et de la réponse aux menaces cybernétiques, hybrides et terroristes. Quatrième dimension, un autre sujet important est celui de garantir la sécurité et la liberté des entreprises. Nous nous concentrerons sur l'approfondissement de l'intégration du marché unique, notamment dans le secteur de services. Cinquième dimension, dans le cadre du pilier transition énergétique, la présidence mènera des discussions sur le cadre de sécurité énergétique de l'Union européenne, la transition de l'Union européenne vers l'abandon de sources d'énergie russes d'ici 2027 au plus tard, le soutien à la décarbonisation de l'Union européenne par le biais de l'électrification et les solutions aux problèmes de prix élevés d'énergie dans l'Union européenne. La sixième dimension, sur le sujet crucial d'une agriculture compétitive et résilience, la présidence organisera un débat politique sur la vision pour l'agriculture et l'alimentation annoncée par la Commission européenne. Septième, pour finir, le sujet de la sécurité et de la santé. La priorité sera de se concentrer sur la transformation numérique de soins de santé et sur amélioration de la sécurité des médicaments dans l'Union européenne en mettant l'accent sur la perspective de patients. Cependant, aujourd'hui, je voudrais me focaliser, comme je disais juste au début, sur un axe le plus urgent, c'est-à-dire la défense et sécurité. La guerre déclenchée par la Russie sur le continent européen nécessite de renforcer considérablement le potentiel de défense de l'Union en soutenant les initiatives européennes de défense. L'industrie d'armement et le développement d'infrastructures militaires est à double usage. La Russie de Poutine reste l'une des menaces sécuritaires les plus graves pour l'Europe, mais aussi pour l'ordre mondial. L'objectif de Poutine demeure la destruction irréversible de l'architecture de sécurité européenne. Et nous, en Europe, nous sommes fermement attachés au principe d'une paix juste et durable. Elle doit respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, ainsi que son droit inhérent à autodéfense fondée sur le droit international et la Charte des Nations Unies. C'est pourquoi nous nous efforcerons de maximiser la solution politique, militaire et financière de l'Union européenne et financier de l'Union européenne à l'Ukraine. Nous ne devons pas imposer des limites temporelles strictes à notre soutien. Cela encouragerait la Russie à poursuivre le combat. Au lieu de cela, nous devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer la position de Kiev lors de négociations futures. La position de l'Union européenne sur la paix est claire.
c'est l'Ukraine de décider, d'abord, c'est à l'Ukraine de décider des conditions réelles de la paix. Le deuxième point, ce que nous voulons souligner, c'est rien sur l'Ukraine, et l'Union européenne ne peut être décidée sans l'Ukraine et l'Union européenne. L'Union européenne doit être présente à la table de négociation. Ensemble, nous avons une forte influence sur la Russie, notamment soutien militaire et financier, sanctions, sanctions surtout des actifs. Il faut bien reconnaître que l'Union européenne est le plus grand donateur à l'Ukraine, avec l'aide globale de 134,5 milliards d'euros, soit 36% de plus que les États-Unis. Mais compte rendu que la situation est tellement grave, cela n'est pas suffisant. Notre Premier ministre, M. Donald Tusk, a souligné dernièrement que pendant la réunion de lundi des leaders européennes, je cite, n'était qu'un prélude qui n'a pas d'abouti à de décisions concernant la fin de la guerre en Ukraine. Je fin la citation. Comme il a bien indiqué, la Pologne est un leader en ce qui concerne le niveau de dépenses et de défense, ce que vous avez eu la gentillesse de souligner, Monsieur le Président, et la position polonaise est donc très respectée par d'autres pays. Il est clair que le plafond par certains États membres est absolument insuffisant. Nous n'aurons pas de certitude à 100% sur la manière dont les négociations se dérouleront. Il y a cependant une chose dont nous sommes sûrs, en tant que l'Union européenne et en tant qu'alliés, à savoir la Norvège et le Royaume-Uni, nous serons en mesure de stabiliser efficacement la situation dans la région et de soutenir l'Ukraine dans le maintien de la souveraineté si nous sommes capables de nous défendre efficacement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, malheureusement. Selon notre Premier ministre, M. Donald Tusk, les dépenses de défense ne seront plus considérées comme excessives, de sorte que la Pologne ne sera pas menacée par la procédure de déficit excessif. À cet égard, des orientations clés prises doivent être soulignées. Une proposition visant à exploiter tous les investissements de défense de règles de l'Union européenne en matière de déficit et de dette. C'était d'ailleurs une idée polonaise que nous avons proposée il y a notamment plusieurs années. Et la création d'une banque pour financement de dépenses militaires, parce que les institutions actuelles ne sont pas suffisantes, ne peuvent pas prendre en charge tous ces objectifs. Nous sommes également d'accord pour renforcer la coopération, la pleine solidarité et l'unité entre tous les alliés lors de discussions sur les garanties possibles et la sécurité en Ukraine. Notre Premier ministre a souligné le fait qu'il n'y a pas de choix et l'Europe et les États-Unis doivent travailler ensemble sur ce dossier-là. Il a remarqué en plus que lors de cette réunion à Paris, l'importance de se prémunir contre une éventuelle agression contre les pays de l'Union européenne. La Pologne est très impliquée dans l'aide à l'Ukraine. Cette situation ne changera pas. Nous supportons un fardeau et un coût très lourd, mais nous sommes toujours prêts à soutenir l'Ukraine. C'est très encourageant car aucun de nos interlocuteurs n'a attendu supplémentaire à l'égard de la Pologne. Tout le monde sait que nous avons aidé les réfugiés, fourni un soutien logistique et des équipements. Notre rôle est très visible et apprécié. J'ajouterai que nous pensons qu'un accord prématuré avec la Russie est une erreur.
l'économie russe ressent l'impact des sanctions occidentales, notamment à travers l'inflation accrue. Les Russes perdent jusqu'aux 1000 soldats par jour blessés ou tués. Tout bon négociateur sait qu'il est préférable de parvenir à un accord lorsque l'adversaire est mis en position de faiblesse. Notre objectif est une paix durable et juste, une paix qui empêchera la Russie d'utiliser le temps qui lui est donné pour reconstruire sa force militaire et attaquer à nouveau. Poutine ne comprend que le langage de la force. L'accord de Moscou ne durera que si la Russie n'est pas assez forte pour le rompre. L'Europe est confrontée à un choix existentiel. Soit elle entre dans le jeu uni comme un poids lourd, soit elle se condamne à la marginalisation. C'est pourquoi une des priorités de notre présidence est de renforcer la capacité militaire de l'Union européenne et de son industrie de défense de façon considérable. Je terminerai en citant notre ministre des Affaires étrangères, M. Radosław Sikorski, qui a précisé que l'Europe est beaucoup plus forte que ne le croit le dirigeant russe et que la Russie est bien plus faible que ne le pensent de nombreux Européens. Je vous remercie, Monsieur le Président, je vous remercie, Madame le député, Monsieur le député, de votre attention. Je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Lors des questions, vous pourrez revenir sur ma question qui était quelle était la complémentarité, comment vous percevez la complémentarité entre l'Europe de la défense et l'OTAN. Hein, je pense qu'il y aura d'autres questions peut-être autour de ça, mais j'aimerais bien aussi vous entendre sur ce sujet. Et je passe la parole pour les orateurs de groupe à Catherine Rimbert pour le Rassemblement national. Est-ce que vous voulez que je vous réponde tout de suite à votre question Alors, Monsieur l'ambassadeur, oui, vous pouvez me répondre tout de suite si vous voulez. Excusez-moi, Madame Rimbert, on vous donnera la parole après. Justement, pour bien commencer notre rencontre, je vais essayer de répondre à votre question, Monsieur le Président. Donc, je pense que d'abord, nous sommes tous alliés. Nous sommes tous alliés en cadre du pacte de l'OTAN. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'imagine pas que l'OTAN ne va pas fonctionner. Donc, pour l'instant, on veut bien rester le membre discipliné et je pense que l'Europe peut être forte en cadre de l'OTAN. Mais bien évidemment, l'OTAN sera encore plus forte si l'Europe et les forces d'armée européennes seront encore mieux organisées. Merci beaucoup. Madame Rimbert, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Excellences, la Pologne préside le Conseil de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2025, dans un contexte marqué par des tensions internationales et une guerre qui perdure aux portes de l'Europe. Permettez-moi tout d'abord de saluer le rôle majeur que joue votre pays dans le conflit russo-ukrainien. Il a été en effet, dès le début de la guerre, le point de passage de l'aide militaire, économique et humanitaire à destination de Kiev, et vous avez accueilli des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens, vous l'avez rappelé. Il est donc naturel que la Pologne, en première ligne face à la menace russe, ait placé la sécurité et la défense au cœur de ses priorités. Nous comprenons cette volonté de réarmement rapide et votre attachement aux États-Unis, qui apparaissent pour vous comme un allié incontournable compte tenu de votre histoire. Monsieur l'ambassadeur, la France n'a aucune leçon à vous donner quant à votre défense. Nous avons néanmoins une interrogation au sujet de l'achat massif de matériel américain. Nous comprenons l'urgence, mais ne risque-t-on pas d'accentuer une dépendance qui, demain, pourrait se retourner contre nous ? Les engagements américains restent dictés par leurs intérêts propres. Et l'Australie en a fait l'expérience après avoir rompu son contrat avec Naval Group en espérant obtenir ses sous-marins plus rapidement. Or, 3 ans plus tard, l'Australie attend toujours puisque les États-Unis ont privilégié leurs propres commandes militaires. Dans ce contexte, la Pologne entend mobiliser les moyens du projet de développement européen EDIP pour acheter par dérogation du matériel américain.
Nous défendons au contraire une coopération entre États souverains où chaque nation conserve une pleine maîtrise de ses choix stratégiques sans dépendre ni d'une administration bruxelloise ni d'un partenaire extérieur. Dès lors, Monsieur l'ambassadeur, concernant EDIP, jusqu'à quel pourcentage de dérogation à la règle d'achat d'armes extracommunautaires votre pays souhaite-t-il aller? Je vous remercie. Merci. La parole est à vous, Monsieur l'ambassadeur. Donc, merci beaucoup, Madame la députée, pour cette question. Alors, donc, je vais essayer de passer tout de suite à la réponse. La Pologne achète du matériel qui existe. Ça, c'est la réponse très juste. Je me souviens très bien qu'en 2018, la Pologne voulait rejoindre la coalition de chars entre la France et l'Allemagne. Et à l'époque, il n'y avait pas de place pour la Pologne dans cette coalition. Et la Pologne voulait acheter 2 fois plus de chars que l'Allemagne et la France ensemble. Et à l'époque, la réponse était négative. Au moment quand la guerre a déclenché en pleine échelle, notre gouvernement et nos commandants de l'armée, ils ont constaté tout de suite qu'il faut renforcer notre force. Et à cette époque-là, comme notamment aujourd'hui, les magasins européens étaient vides. Il n'y avait rien à acheter. On voulait acheter, parce que vous savez que l'armée polonaise, par exemple, disposait de différents types de chars Léopard, et on voulait compléter justement la chars Léopard, mais il n'y avait rien à acheter. La première commande qui pouvait être réalisée, on pouvait réaliser dans 7 ans. D'accord ? C'est pourquoi la Pologne a acheté le matériel américain et le matériel sud-coréen. Et notamment, mais pour vous dire que le matériel sud-coréen, le char K2, je donne uniquement comme exemple, une partie la plus chère de ce char, c'est la partie française. Optoélectronique se fait par Safran. Donc, je peux dire qu'en achetant le matériel sud-coréen, nous achetons aussi le matériel français. Bien évidemment, ce que j'aimerais bien souligner, si c'est possible, nous voulons d'abord créer, produire et acheter le matériel européen. C'est évident. C'est pourquoi, notamment, juste au moment quand je commençais ma mission, on a réussi de passer un contrat très important sur l'achat de satellites. Les satellites de Airbus étaient rachetés par l'armée polonaise et notamment, ce qui est très important, j'aimerais bien souligner ça, c'était le satellite de double usage. Et c'est pourquoi on pouvait trouver les financements pour cet achat à la Banque européenne d'investissement. Et c'était notamment le premier contrat de ce type-là qui était financé par la banque. Donc, vous savez qu'il y a d'autres types de contrats, d'autres initiatives de la création de sociétés de joint venture, desquelles, pour la raison évidente, je ne peux pas parler publiquement. Mais soyez assurés que les efforts de notre gouvernement sont tels que nous voulons créer la vraie force industrielle européenne et devenir indépendants. Notamment, si vous permettez, Monsieur le Président, la dernière phrase, nous sommes en train de négocier avec le gouvernement français le traité de Nancy, le traité que la France possède avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec l'Italie. Ce traité va porter le nom de le traité de Nancy, dans lequel il y aura un chapitre très très important concernant la défense et la sécurité nationale. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. La parole est à François Cormier-Boudigeon pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. Excellence. La Pologne est un grand pays qui exerce des responsabilités importantes dans l'Union européenne avec la présidence du Conseil de l'Union européenne sous la formule « Sécurité pour l'Europe ». Nos 2 pays sont amis, des amis qui se parlent avec franchise. J'étais à Varsovie en décembre avec plusieurs collègues dont Sabine Thiet. Les échanges avec vos autorités civiles et militaires ont été clairs. Vous vous préparez à faire face à un danger imminent venant de l'Est.
Dans cette optique, la Pologne augmente considérablement son budget de la défense. Elle passe des commandes d'armement exceptionnelles, certaines avec des conditions de transfert de technologie comme avec la Corée du Sud, certaines sans conditions comme avec les États-Unis d'Amérique. Et vous souhaiteriez que le programme EDIP vous y aide. Cette logique nous paraît devoir être revue suite à la réélection de M. Trump et à ses premières décisions. Je vais vous dire pourquoi. Le président Trump croit réussir un deal éclair avec M. Poutine. Il fait preuve d'une naïveté volontaire ou contrainte coupable. Il a tout cédé d'entrée de jeu à M. Poutine. C'est bien méconnaître l'ours russe. Vous le connaissez et nous le connaissons. C'est une mauvaise paix qui semble se dessiner. Elle engendrera tôt ou tard, comme vous l'avez dit, une nouvelle guerre avec l'Ukraine pour achever sa conquête et une nouvelle guerre contre un pays de l'Union européenne et de l'OTAN, comme le craignent les services de renseignement d'Europe orientale, dès que M. Poutine aura réarmé ses forces. Donald Trump a déchiré le parapluie américain et il se prépare peut-être à un retournement d'alliance. Le temps n'est plus aux espoirs candides. Les empires sont de retour et charrient dans leur bagage le désordre international et les guerres territoriales. Le diktat des empires n'est pas une fatalité. Les démocraties doivent se défendre. Excellence, nous ne sommes plus en 2018, comme vous le disiez tout à l'heure. Nous ne sommes même plus dans le contexte de 2024. Je vous repose donc la question. Les financements de l'Union européenne doivent-ils être consacrés à 100% aux industries de défense européennes? Ne faut-il pas accélérer la fabrication d'autres segments d'armement ensemble, comme nous l'avons fait avec les munitions ces dernières années? Merci. Monsieur l'ambassadeur, je vous en prie. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que dans une partie, j'ai répondu dans la question précédente, mais c'est que j'aimerais bien dire que nous soutenons le projet EDIP et la Pologne veut bien faire part de ce programme-là. Mais il nous faut arriver à une option d'avoir cette option de la coopération avec les alliés non européens. Parce que, d'abord, une grande partie aujourd'hui, par exemple, de tout ce qui concerne l'aviation, mais aussi de la partie de chars, etc., ce sont des matériels américains, plus une partie de la défense aérienne. Donc, nous devons assurer, justement, la continuité de cette coopération dans le domaine d'armement. Mais bien évidemment, ce que je disais au début, nous souhaitons avoir une forte production, la production massive d'armement en Europe, donc la Pologne souhaite faire part. Et je pense que tous nos contacts que nous avons, notamment avec la France, donnent de très bons pronostics. Et je vous demande de me excuser de ne pas parler de détails, mais bien évidemment, les détails à ce stade-là ne seront pas les meilleurs alliés de notre discussion. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. La parole est à Abdelkader Lamar pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, monsieur le président. Je veux, au nom du groupe LFI-NFP, saluer monsieur l'ambassadeur et le remercier de sa présence aujourd'hui. Les relations internationales sont une matière en perpétuelle évolution. Mais tout semble encore s'accélérer depuis quelques jours. Donc, l'entame de négociations voulues par Donald Trump avec la Russie de M. Poutine au sujet de l'Ukraine nous fait rentrer dans un monde nouveau. Le peuple ukrainien va être sacrifié, Poutine aura tout gagné. Et l'Europe, dans cette histoire, elle assiste impuissante à des négociations qui se déroulent sans elle et qui pourtant vont définir l'avenir des négociations, des relations géopolitiques sur son sol. Mais l'Europe ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la France insoumise appelle à la désescalade et martèle que seule une solution négociée pourra permettre de sortir par le haut de ce conflit. Au lieu de cela, l'Union européenne s'est lancée dans une surenchère belliqueuse sans poser les conditions de la paix. Pire, en poursuivant le mirage d'une Europe de la défense arrimée à l'OTAN, dont il est clair qu'elle ne pouvait être qu'un outil au service de l'impérialisme américain, nous nous trouvons démunis face à une Amérique qui désormais
cherche à s'entendre avec les Russes par-dessus nos têtes. Dans ce contexte, votre pays ambitionne de se doter de la première armée d'Europe d'ici 2035. Au regard du retournement de la stratégie américaine en Europe, cette ambition est-elle accompagnée d'une stratégie industrielle adéquate? Et question subsidiaire, le programme EDIP, en cours d'adoption, prévoit que 35% des financements, hors possible exception augmentant ce plafond, pourraient être consacrés à l'acquisition de matériel non européen, notamment américain. Ce dispositif aura donc pour effet de renforcer encore la BITD états-unienne au détriment des pays européens. Cela paraît-il judicieux au moment où il devient évident que la fiabilité de l'allié américain est toute relative. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le député, merci beaucoup de cette question. Comment je peux vous répondre? Je pense que l'Union européenne et les États-Unis ont un intérêt commun à une paix juste et durable en Ukraine. La paix par force, par la force, un concept que le président Trump, l'Ukraine et l'Union européenne partagent. La Russie n'a montré aucun intérêt pour l'instant pour parler de la paix. Nous devons placer l'Ukraine dans la position la plus forte possible avant de toute négociation, que l'Ukraine puisse justement avoir la paix juste, la paix qu'elle doit à la fin obtenir. En tout ce qui concerne EDIP, c'est que nous avons absolument besoin. Nous avons besoin de l'accélération avec la coopération en cadre de l'Union européenne. Il nous manque aujourd'hui, il nous manque beaucoup le matériel de maintenant et en même temps, justement, cette accélération de collaboration entre les pays de l'Union européenne est absolument nécessaire. Donc, écoutez, donc, préparons à la paix, mais pour avoir la paix, il y a un beau mot romain, vis pace para bellum. D'accord? Donc, personne, croyez-moi, monsieur le député, que personne en Europe centrale ne souhaite pas la guerre. Mais nous devons bien assurer la paix. C'est pourquoi nous devons préparer l'Ukraine la plus forte que possible. Merci, monsieur l'ambassadeur. La parole est à Sébastien Saint-Pasteur pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Excellences, chers collègues, la Pologne s'est imposée ces dernières années comme un pilier de la sécurité euro-atlantique. Son engagement sans précédent dans le renforcement de ses capacités militaires, avec un effort budgétaire dépassant 4% du PIB, illustre sa volonté d'être un acteur clé de la dissuasion conventionnelle face à la menace russe. Cet engagement prend une dimension encore plus stratégique dans le contexte des récentes déclarations américaines qui ont jeté une incertitude sur la solidité des engagements des États-Unis au sein de l'OTAN. Alors que certaines voix, aux États-Unis, remettent en question le principe même de l'article 5 et l'automaticité de l'engagement américain en cas d'agression contre un allié, la montée en puissance militaire de la Pologne contribue à renforcer la crédibilité de l'Alliance sur son flanc Est. Varsovie joue ainsi un rôle central dans l'autonomie stratégique européenne au sein de l'OTAN en consolidant la posture défensive de l'Alliance face à la Russie. Dans ce contexte, la France et la Pologne ont une responsabilité particulière, celle de garantir une architecture de défense européenne solide et complémentaire de l'OTAN, notamment à travers le futur traité de Nancy prévu en 2025. Ce partenariat franco-polonais peut contribuer à renforcer la cohésion européenne en soutenant un effort de défense commun et en anticipant d'éventuelles évolutions de la posture américaine, dont l'écho doit être particulièrement fort en Pologne, où la nation cadre de l'OTAN n'est autre que les États-Unis d'Amérique. Excellence, la Pologne plaide pour sortir les dépenses de défense du pacte de stabilité et de croissance. La nouvelle donne géopolitique vous laisse-t-elle penser que cette demande, souhaitable pour un effort budgétaire énergique de beaucoup d'États membres, est mieux entendue aujourd'hui au sein des États membres de l'Union européenne? Je vous remercie. Excusez-moi, parce que je n'ai pas entendu la question. Quelle était la question? Excusez-moi. Si Monsieur le Président me permet de reprendre la parole, dans vos propos introductifs, indiquez que sortir les dépenses militaires du pacte de stabilité et de croissance était souhaitable. Et il est clair qu'aujourd'hui, le contexte financier de certains États membres, si on veut avoir cet effort énergique qui est appelé de nos voeux, c'est une option qui semble souhaitable.
La Pologne, en étant à 4% des dépenses de PIB, on imagine bien que c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux. Mais est-ce que vous entendez, au sein des discussions qu'il peut y avoir au niveau des États membres, que cette petite musique, elle résonne plus fort aujourd'hui? Donc, pour vous répondre de façon très claire et très vite, la réponse est oui. Donc, j'ai entendu la musique, nous avons entendu la musique. Je pense que cette proposition qui était faite par la Pologne il y a plusieurs années, justement, de sortir de cette dépense pour l'armement et pour le budget militaire, de budget, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a bien compris qu'il faut faire ça. Je pense que Mme von der Leyen devait se prononcer hier, même peut-être aujourd'hui là-dessus. Donc je pense que cette demande polonaise accélère et maintenant je pense, peut-être vous connaissez quelqu'un qui est contre, mais moi je ne connais pas à ce stade-là un pays qui est contre de cette proposition, et y compris l'Allemagne, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je passe donc la parole maintenant à Jean-Louis Thiriot, qui est le président du groupe Amitié France-Pologne, mais qui va prendre la parole là au nom de son groupe politique, qui est la droite républicaine. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur. C'est avec un immense plaisir que nous vous entendons dans cette commission. On sait à quel point les liens entre la France et la Pologne sont anciens, mais surtout, ils l'ont été lorsque nous étions face à l'Union soviétique, face aux communistes, et c'est avec beaucoup d'émotion que je me suis rendu au cimetière Powązki il y a peu de temps pour rendre hommage aux Français qui sont tombés là-bas au moment du miracle de la Vistule. Ce jour-là, contrairement à ceux qui disent que la Russie n'est jamais battue, la Russie a été battue, comme d'ailleurs elle l'a été pendant la guerre de Crimée. C'étaient les communistes à l'époque, ceux qui ont commis le massacre de Katyn sur les élites polonaises, ceux qui ont laissé écraser Varsovie, l'arme au pied par les nazis au moment de l'insurrection de Varsovie, mais c'était toujours la puissance impériale russe. Face à cette menace, vous avez évoqué dans votre intervention la nécessité pour la création et le renforcement d'une BITD européenne, d'une banque de la défense. Pourriez-vous nous en dire plus sur le type d'outils bancaires et financiers qui vous semble nécessaire? Le financement de notre BITD est un sujet que je porte de manière très, très forte. Et puis, deuxième question, lors d'échanges avec des homologues à Varsovie, avec des députés de la commission de défense polonaise, ils ont évoqué auprès de nous, dans cette idée de renforcer le flanc est de l'Europe et de l'Alliance, une présence française permanente, militaire, de troupes françaises en Pologne, nous disant, puisqu'il y a un désengagement de l'Afrique, il ne serait pas absurde d'avoir des troupes françaises là-bas. Donc que penseriez-vous de la création de forces françaises en Pologne, comme nous l'avons fait en d'autres temps en Allemagne? Merci. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le député, merci beaucoup de votre question, mais surtout merci beaucoup de votre très belle manifestation à Varsovie, au cimetière de Powązki, où vous avez rendu l'hommage aux Français, aux Polonais qui, conjointement, sont tombés sur le champ de bataille à côté de Varsovie en 1920. Permettez-moi de vous rappeler que cette mission de général Weygand à l'époque, avec jeune capitaine de Gaulle, a aidé notre état-major de façon fondamentale pour arriver nos forces à la victoire. Et le rôle de Marshal Foch, d'abord, qui était le commandant de votre armée, qui n'était pas uniquement militaire, mais qui était très grand géostratègue, qui a fondé une grande vision, justement, de forces qui vont séparer, à l'époque, l'Union soviétique, la Russie bolchevique même,
et l'Allemagne, justement pour garantir le futur et la bonne conduite du traité de Versailles. Aujourd'hui, la situation de l'Europe est complètement différente, bien évidemment. Mais tous les dangers des côtés l'Est, des côtés, ce que vous avez dit, monsieur le député, de l'Empire, ex-l'Empire russe, fonctionnent. La Russie ne permet pas nous oublier justement de son rôle historique. Donc, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui ici, c'est pourquoi nous devons faire absolument tout pour renforcer notre armée qui était l'armée toujours alliée et que nous avons une belle, très très belle histoire, probablement la seule histoire comme ça en Europe entre la France et la Pologne. Je reviens à votre question, monsieur le député. Donc, l'idée de la banque qui pourra financer l'armement, à mon avis, à notre avis, et c'est une solution qui permettra, de façon beaucoup plus efficace et de façon beaucoup plus vite, de financer les besoins d'armement européen. Cet exemple que je me suis permis de vous donner, l'achat de satellites et les financements par la Banque européenne d'investissement, c'est un très bon exemple de collaboration entre deux pays en utilisant une institution financière. Mais cette institution financière connaît ses propres limites. Cette institution ne peut pas, théoriquement, financer uniquement les usages militaires. Elle peut financer le double usage et pas dans tous les cas, quand nous savons bien. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, qui est confrontée à l'agressivité russe, différents problèmes que peut-être on aura dans le futur, on a besoin de créer une institution qui permettra justement de répondre aux questions de financement. Ça doit être une banque qui doit être une structure relativement légère probablement, pas très coûteuse, mais qui sera bien dopé par le capital qui pourra venir de différentes sources. On pourra émettre des obligations. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Je suis un ancien banquier, donc je ne vais pas rentrer sur la voie qui peut-être n'est pas le plus intéressant. Mais en fait, on a besoin d'avoir une institution efficace, légère et qui pourra agir vite. Parce que ce que je disais, que nous avons besoin aujourd'hui d'avoir juste right now les différents types d'équipements militaires, justement pour défendre notre continent, nos pays, notre population et notre civilisation. C'est pourquoi je pense que cette idée d'avoir la banque, c'est pas une mauvaise idée. Et la deuxième question, en tout ce qui concerne les troupes françaises sur le territoire de Pologne, ce ne sera pas pour la première fois que les troupes françaises seront sur notre territoire. Donc la Pologne sera la plus heureuse d'accueillir les troupes françaises. Et je pense que tout meilleur exemple, pas uniquement historique, mais les exemples actuels de collaboration de nos troupes, un très bon exemple pour la future collaboration et pour le futur stationnement des troupes françaises sur le territoire de la Pologne. Merci. Merci. La parole est à Geneviève Dariussec pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur. Bon, vous avez beaucoup développé, bien sûr, la stratégie de votre pays en termes de défense dans les circonstances internationales que nous connaissons et dans ce contexte de guerre en Ukraine, sa stratégie aussi européenne, sa stratégie aussi de participation à l'OTAN. Et vous avez parlé de financement, vous avez parlé d'industrie de la défense, donc je ne vais pas revenir sur tout ça. Moi, j'aurais une question beaucoup plus qui concerne les peuples, la population. Quel est le ressenti de la population et des Polonais par rapport à cette situation? Deuxièmement, quelle est l'acceptation de la population des Polonais à cette augmentation des budgets de la défense qui peuvent venir en concurrence avec d'autres budgets qu'ils jugeraient nécessaires. Avez-vous des attaques sur le champ informationnel auprès de la population?
Et comment travaillez-vous et comment travaillez-vous sur la résilience de la population en cas de conflit? Et pensez-vous qu'il pourrait y avoir et qu'il devrait y avoir un travail sur la résilience européenne de toutes les populations, des peuples européens, quant à la survenue d'un conflit et comment pouvons-nous ensemble travailler sur ces sujets? Je vous remercie. Merci, Monsieur l'ambassadeur. La parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la députée. Alors, donc, je vais essayer de vous répondre de façon courte à votre question. La population polonaise vis-à-vis de l'attaque russe reste extrêmement solidaire. Je pense qu'il ne faut pas apprendre, et nos citoyens ne sont pas obligés de passer des études doctorales. Qu'est-ce que ça veut dire la Russie, le communisme, la domination soviétique? Je pense que chaque citoyen a tout ça dans son ADN. Donc, justement, cette solidarité reste extraordinaire. Et cette solidarité s'est démontrée justement au moment quand la Pologne était confrontée à une vague d'immigration des Ukrainiens sur le territoire de Pologne. Depuis la guerre ouverte, il y a plus que 20 millions des Ukrainiens, dont je dis 20 allers-retours dans de différents contextes, des gens qui ont traversé la Pologne. Et nous pensons aujourd'hui qu'il y a environ de 10 millions d'Ukrainiens qui stationnent sur notre territoire. La plupart des Ukrainiens, ce sont des femmes et des enfants. J'aimerais bien dire que nous sommes très fiers de notre projet républicain, que ces gens-là, ils s'intègrent très bien avec notre société. Les femmes travaillent. Selon mes informations, c'est 87% des migrants enregistrés travaillent officiellement en Pologne. Les enfants fréquentent les écoles, mais bien évidemment, la Pologne a ouvert tous ses services pour la population ukrainienne et sans le droit de vote, ils sont traités comme les autres citoyens polonais. Donc je pense qu'au niveau de cette... ces événements, la Pologne a passé cet examen en façon avec une note très bonne. Et nous sommes fiers justement de cette réussite. Bien évidemment, au moment quand le pays est confronté avec telle vague d'immigration, de temps en temps, on commence à avoir des problèmes. Il y a de certains conflits, etc. Mais franchement, je peux vous dire que je n'ai jamais entendu d'un conflit vraiment important. Il y a des conflits ponctuels, mais jamais en Pologne, on a enregistré un vrai conflit entre les Polonais et les Ukrainiens. Et comme vous savez, l'histoire entre la Pologne et l'Ukraine, c'était pas toujours l'histoire qui s'est passée, comment dirais-je, de façon purement amicale. Donc, cette réminiscence historique existe, mais justement, elle ne crée pas de problème actuel dans la coexistence entre ces deux nations sur le territoire de la Pologne. En tout ce qui concerne les attaques hybrides, bien sûr que la Russie essaye de perturber notre système démocrate, essaye de détruire notre institutions démocratiques, etc. Donc, pour vous dire que nous sommes, statistiquement parlant, nous sommes confrontés à 2000 attaques hybrides par jour. Je vais pas... Et la troisième chose, la Pologne est extrêmement développée dans le cyber security, de sécurité cybernétique. Moi, je peux vous dire qu'en l'ancien patron de la banque, c'est les banques polonaises, institutions financières, qui ont développé de façon extrêmement efficace cette défense cyber quand encore l'État n'était pas du tout préparé à ça. Pour différentes raisons. Parce qu'on pouvait employer, par exemple, embaucher de meilleurs spécialistes de cyber, qui maintenant créent une réserve naturelle pour l'État et qui aide l'État et qui défend l'État. Si vous êtes intéressé, bien sûr, je suis tout à fait prêt de partager des détails avec vous. Je termine parce que Monsieur le Président m'a envoyé de 2 minutes.
Voilà. Merci. Vous êtes passionné, vous connaissez bien votre sujet, monsieur l'ambassadeur, mais nous avons encore d'autres questions, une autre audition dans la foulée, donc je suis un petit peu obligé de gérer le temps comme on peut. Et la parole est à Bernard Schex pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, au nom du groupe UDR, je vous remercie sincèrement de contribuer aux travaux de notre commission ce matin. La présidence du Conseil de l'Union européenne constitue un grand moment politique pour un État membre. Nous nous réjouissons que la présidence polonaise remette au centre des discussions la sécurité et la défense du vieux continent, trop longtemps laissés de côté. Nos deux peuples, depuis plusieurs siècles, entretiennent une amitié historique qui a permis de consolider des liens diplomatiques et culturels très forts. Cette entente est particulièrement précieuse à nos yeux. En effet, depuis 8 ans, la France du président Macron a perdu l'essentiel de son influence diplomatique à Bruxelles. Or, la Pologne est l'un des piliers politiques de l'Europe centrale. Ainsi, la Pologne doit demeurer un partenaire de la France sur de nombreux dossiers stratégiques. Aussi, nous accueillons avec bienveillance le développement d'un programme nucléaire polonais. Nous espérons que face à la guerre menée au nucléaire français à Bruxelles, nous trouverons parmi nos partenaires polonais des alliés de poids. Parmi les priorités de votre présidence, vous envisagez de conclure les négociations concernant le règlement sur le programme pour l'industrie européenne de la défense, dit règlement EDIP. Je note que l'approche générale du Conseil peut en théorie être adoptée à la majorité qualifiée. Cependant, adopter un texte sur un sujet aussi sensible que l'achat d'armements communs sans un consensus de tous les États serait malvenu. La France s'oppose à ce que le fonds soit accessible à des produits sous licence étrangère. Ma question est la suivante. La Pologne s'engagera-t-elle à ce que l'approche générale ne soit pas adoptée tant que la demande française ne sera pas satisfaite? Je vous remercie. Merci. La parole est à vous, monsieur l'ambassadeur. Écoutez, à votre dernière question, je ne suis pas tout à fait prêt de vous répondre de façon claire et nette parce que nous sommes en train de mener justement cette discussion. Donc, veuillez m'excuser de ne pas répondre à ce stade-là à cette question. Par contre, à propos de à tout ce que vous avez dit avant, bien évidemment, notre amitié, surtout l'amitié d'armes, existe depuis très très longue date, au moins de la fin du XVIe siècle. La première, il ne faut pas oublier que le premier roi électif en Pologne, c'était Henri Valois, votre Henri III, en 1572. Et depuis ce temps-là, cette fraternité d'armes existe jusqu'à aujourd'hui. Et notamment, en tout ce qui concerne notre alliance pour l'énergie nucléaire, c'est un bon exemple. La Pologne soutient la France, et je pense que la France soutient la Pologne dans ce domaine-là. Donc, il n'y a pas de doute que là-dessus, on est complètement en même longueur d'onde. La Pologne souhaite développer l'énergie nucléaire. Voilà. Donc, si vous permettez, je m'arrête. Et je vais essayer de vous répondre plus tard à votre question. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. La parole est à Thibault Monnier. Merci, Monsieur le Président. Excellence, si l'Europe veut survivre, elle doit être armée, déclarait votre Premier ministre Donald Tusk au Parlement européen le 22 janvier dernier. La Pologne, membre actif de l'OTAN, accorde une grande importance à l'Alliance transatlantique, mais reconnaît l'importance d'une coopération européenne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en participant à plusieurs projets communs de défense, comme une meilleure coordination des forces armées européennes, ainsi que des investissements dans les technologies de défense innovantes. La coopération avec la Pologne est essentielle pour renforcer notre capacité de réaction face aux crises. Si la lutte contre le terrorisme et la protection des frontières européennes sont des objectifs communs, nous pourrions aller plus loin et consolider ce partenariat avec l'expérience opérationnelle de nos armées pour contribuer davantage à votre montée en puissance. Dans le cadre du prochain traité entre nos deux nations, prévu à Nancy en mai 2025, quelles seraient vos priorités pour renforcer cette coopération et par là assurer ensemble une meilleure défense à l'Europe? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to pytanie, monsieur le député.
Donc, ce que vous avez dit, que le traité sur lequel on travaille aujourd'hui avec la France prévoit un chapitre extrêmement important, peut-être fondamental, qui concerne la sécurité. Je peux vous dire qu'on pouvait déjà signer notre traité si les appétits de deux côtés n'étaient pas encore si importants en tout ce qui concerne le développement de la chapitre de la défense et de la sécurité bilatérale entre la France et la Pologne. Donc le traité, surtout ce chapitre-là n'est pas encore terminé. On travaille là-dessus. J'espère que ce chapitre sera à la hauteur de nos besoins et de nos ambitions. Parce que, à vrai dire, ce n'est pas un traité qu'on signe pour nous-mêmes. On signe pour les générations futures, pour nos enfants, pour nos petits-enfants qui vont, j'espère bien, profiter, qui pourront vivre ensemble en Europe avec cet accent polono ou franco-polonais. Et j'espère que et ce chapitre prévoit un échange des armées beaucoup plus fréquent qu'actuellement. On prévoit aussi la collaboration dans le domaine d'armement. Bien évidemment, je ne vais pas parler de détails, et même de détails, on ne va pas trouver dans le traité, parce que le traité doit créer le cadre général de la collaboration future. Mais ce traité doit être rempli par les différents d'autres actes de collaboration qui vont arriver. Donc, si vous voulez, je peux partager avec vous mon grand optimisme et la grande fierté qu'aujourd'hui on est arrivé à ce stade-là et que nous avons une vraie expectative réelle de signer ce traité de Nancy entre la France et la Pologne. Et je pense que ce sera un acte à la hauteur justement de ce sacrifice que les soldats français, que les soldats polonais, ils ont fait en commun pendant plusieurs siècles et pendant plusieurs batailles. Citant uniquement les batailles à l'époque napoléonienne, citant ensemble les batailles de la Première Guerre mondiale, de la guerre contre le bolchevisme, la résistance polonaise en France, qui comptait 25 000 personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, j'espère que nous pourrions répondre à cet besoin historique et nous pourrions rentrer dans une étape beaucoup plus riche et qui va assurer notre l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour vos réponses, pour votre présence qui souligne notre histoire commune. Et même si certains pensent parfois qu'il y a plusieurs Europes, moi je pense que vos propos aujourd'hui montrent bien qu'il n'y a qu'une seule Europe, une vieille Europe avec des valeurs communes. Et je suis persuadé que la France et la Pologne continueront aussi à aller dans ce sens de l'histoire, celle d'une Europe forte et d'une Europe unie. Merci pour votre présence. Je vous en prie. Merci beaucoup de votre invitation. Je pense que notre amitié éternelle entre la France et la Pologne aura des étapes suivantes et encore plus intéressantes. Merci beaucoup de votre attention. Merci mes chers collègues. Nous avons une interruption de quelques minutes et nous retrouvons à 11h30.